Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Salut mes gars, c'est John Michael, et aujourd'hui on va... Oula, désolé pour ça. J'aurais peut-être pas dû sauter de repas aujourd'hui. C'est de ma faute, je travaille trop, j'ai même plus le temps de me faire à manger. Si t'es dans le même cas que moi, tu seras ravi de savoir que YFood, le sponsor du jour, a la solution. YFood, c'est un assortiment de bars et boissons nutritifs de divers goûts qui vont te permettre de ne pas sauter de repas et de faire le plein d'énergie facilement. Une alternative saine à la malbouffe. Et c'est bon en plus, je recommande le goût brownie qui vient tout juste de sortir. Voyons ça d'un peu plus près ma gueule. Les bouteilles contiennent 26 vitamines et minéraux et sont disponibles en deux tailles, 330 ml et 500 ml, mais aussi en deux versions, à base de lait de vache et de lait vegan. Parce que chez YFood, ils ont pensé à tout le monde. C'est un repas complet et équilibré à boire en 5 minutes et qui va te rassasier pendant 3 à 5 heures. Et si ton truc c'est plutôt la nourriture, alors les bars sont faites pour toi. Oh là là, ça aussi c'est bon. Fini les gargouillis. Tout aussi saines que les boissons, elles constitueront le cas idéal et t'offriront 2 à 3 heures de satiété. Profite d'une réduction sur les packs découvertes grâce à mon code Guillaume-YouTube ou en suivant le lien dans la description. 5 boissons de 500 ml pour essayer tous les goûts ou 8 bars qui te permettront là aussi de tout tester. Les frais d'expédition sont offerts pour toute commande de packs découvertes à destination de la France et de la Belgique et pour toute commande supérieure à 25 €, peu importe la destination. C'est pas magnifique? Alors si tu veux une solution rapide pour un encas à la fois bon et nutritif, n'hésite plus ma gueule. Tu m'en diras des nouvelles. Bon appétit et à bientôt. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et on se retrouve aujourd'hui pour conclure cette rétrospective consacrée à la série Breaking Bad. C'est parti! En août 2012, alors que les premiers épisodes de la saison 5 de Breaking Bad sont en pleine diffusion hebdomadaire sur AMC, Gilligan et ses auteurs se mettent au travail sur les 8 épisodes suivants. Le moment était venu de conclure la série. Et les auteurs s'estiment chanceux que Sony et AMC aient choisi de diviser cette saison en 2 fois 8 épisodes. C'était un véritable luxe en vérité, car procéder par huitaine d'épisodes leur donnait le temps nécessaire pour peaufiner cette conclusion. S'ils avaient travaillé sur les 16 épisodes en une fois, le rythme de travail aurait été bien différent et la qualité du résultat aurait pu en pâtir. Au début du processus, les auteurs sont plutôt confiants et décontractés. Selon eux, le plus dur avait été d'arriver jusque-là. Plus précisément, d'arriver au moment où Hank comprend enfin que Walt et Heisenberg ne font qu'un. Une fois ce point atteint, la fin s'écrira toute seule, pensait-il. Ouais, bah ils se sont gourés. En vérité, ils se sont vite sentis dépassés par les événements. Tant de voies étaient possibles. Pourtant, une seule devait prévaloir, la meilleure. Mais encore fallait-il la trouver. Le pire cauchemar de Gilligan à ce moment-là, c'est de se réveiller des années plus tard avec une idée de génie et de se dire « Merde, voilà ce qu'on aurait dû faire ». Il faut donc que le showrunner et ses scénaristes s'assurent de boucler leur histoire de façon satisfaisante, sans véritable zone d'ombre. Le truc, c'est que le simple fait d'écrire une fin n'est pas facile pour Gilligan, car une conclusion, ça n'a rien de réaliste en soi, c'est un principe purement fictif. Il y a toujours un après. Mais dans le cas présent, il fallait s'y résoudre. Et ça n'avait rien de facile pour Gilligan et ses auteurs, car à leur tendance au perfectionnisme s'ajoutait la pression des fans et de la profession. Breaking Bad était devenu un petit phénomène. Les auteurs ressentaient par conséquent qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils se sentaient parfois même écrasés par le poids de cet héritage de 54 épisodes acclamés par le public et la critique, et devaient donc se montrer à la hauteur des attentes et de cet héritage. Ce serait dommage d'écrire un chef-d'œuvre et de se foirer dans la dernière ligne droite. Pas vrai Game of Thrones? La pression est telle que les auteurs passent des moments compliqués et parfois même douloureux. Douloureux dans tous les sens du terme d'ailleurs, puisqu'un jour, Gilligan fait un headshot sur son confrère Peter Gould avec son Nerf gun. Sans faire exprès, je précise. Ouais, parce qu'en salle des auteurs, ils ont tout un tas de jouets pour passer leur nerf. Des pâtes à modeler, des origamis et des Nerf guns. Qu'est-ce qui serait le plus satisfaisant? Une fin heureuse, une fin malheureuse, quelque part entre les deux? Pendant cette phase, les auteurs évoquent de nombreuses idées qu'ils finissent par laisser tomber. Et si Jesse tuait Hank? Et si Mary tirait sur Walt? Et si Skyler se suicidait dans un motel après avoir fui Albuquerque avec Walt? La fin la plus lugubre qu'ils avaient en tête, que Walter soit le dernier debout, qu'il survive à sa famille. Si ses jours étaient comptés depuis le premier épisode et qu'il semblait par conséquent évident qu'il meurt dans le dernier, la série aurait pu le quitter encore en vie, juste désespérément seul avec la culpabilité d'avoir causé la mort de tous ses êtres chers. Ça aurait été hyper fun comme fin, du feel good comme on en voit rarement. Mais l'un des plus gros défis rencontrés par les auteurs, ce fut de trouver quoi faire de ce M60 présenté au sein du teaser flash forward dans l'épisode 1 de la saison. Et ils eurent rapidement la sensation de s'être piégés eux-mêmes avec cet élément narratif. Car pour rappel, Gilligan n'avait strictement aucune idée de ce que Walt allait bien pouvoir faire de cette arme. La solution de facilité, c'était de le voir utiliser cette arme tel Rambo pour se débarrasser d'un groupe d'antagonistes. Parmi les idées envisagées, il imagine attaquer une prison pour en libérer Jesse, tuant les gardes qui se dressent sur sa route, ou dans un dernier barreau d'honneur, tirer sur la police qui viendrait l'arrêter. Mais ces idées ne convenaient pas. Les auteurs ne voulaient pas voir Walt massacrer des innocents. Aussi mauvais soit-il désormais, il fallait qu'il tue des personnages encore pires que lui. Et puis toute cette approche de massacre à la Scarface, ça sonnait faux. Ça ne correspondait absolument pas au personnage, connu pour gérer les conflits de façon beaucoup plus cérébrale. Mais ce n'est pas le seul challenge. Que va faire Walt de la ricine cachée derrière une prise électrique de sa maison? Comment va faire Walt pour que sa famille puisse profiter de son argent après que tout se soit effondré autour de lui? Bien souvent, la première question qu'il se pose, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, histoire de se débarrasser des mauvaises idées. C'est notamment le cas lorsqu'ils réfléchissent à la réaction de Hank lorsqu'il apprend que Walt est en fait le dealer qu'il pourchasse depuis plus d'1 an. Hank pourrait-il simplement laisser couler? Il pourrait par exemple jouer sur sa pitié vis-à-vis de son beau-frère atteint de cancer. Mais ils arrivent vite à la conclusion suivante, non.
car le Hank droit et intègre que l'on a suivi pendant 5 ans ne ferait jamais ça. Mais ils se doivent d'explorer toutes les possibilités. Et alors que le processus avance tant bien que mal, le showrunner atteint parfois un tel niveau de désespoir qu'il est d'humeur massacrante, se tapant littéralement la tête contre les murs en clamant qu'il a fait une erreur monumentale et qu'ils vont désormais dans la mauvaise direction. Parfois, il demande carrément à ses auteurs s'ils ne peuvent pas retourner en arrière, et ces derniers doivent alors jouer les fins psychologues pour le convaincre que tout ira bien et qu'ils sont capables de retomber sur leurs pattes. Et le groupe tint parole. Malgré les embûches, ils ne firent jamais machine arrière. Un élément décidé 3 épisodes plus tôt pose problème dans le script de l'épisode actuel, tant pis, il faut désormais composer avec. Et malgré cette approche parfois très improvisée, les pièces du puzzle doivent s'assembler de façon à donner l'impression que tout était planifié depuis le début, alors que ce n'était pas le cas. Un sacré pari, mais bon, ils sont relativement talentueux, donc on peut leur faire confiance. Le 7 décembre 2012, l'équipe rejoint une dernière fois les studios Q d'Albuquerque pour mettre en boîte les 8 épisodes finaux de la série. Et le marathon commence donc avec l'épisode 9, Blood Money, mis en scène par Bryan Cranston lui-même, chose qui n'était plus arrivée depuis la saison 3. Toujours aussi pointilleux et préparé, l'acteur se montre aussi doué derrière la caméra que devant. Et Cranston a donc la lourde responsabilité d'ouvrir cette saison. Un point sur lequel les auteurs ont longuement réfléchi en se posant la question suivante. Quelle serait l'image la plus choquante pour démarrer la saison? Ils savaient qu'ils allaient reprendre la suite du Flash Forward avec Walt. Mais que pouvaient-ils montrer? Ils jetèrent rapidement leur dévolu sur la maison des White, imaginant qu'elle ait été entièrement démolie, cédant la place à un terrain vague. Mais ils décident finalement de partir sur quelque chose de plus simple à concevoir, la maison des White en ruine, ce qui permet à Walt de récupérer la ricine. Pour en faire quoi? Voilà une question que les auteurs se poseront quasiment jusqu'à la fin du processus. L'équipe artistique fut donc chargée de donner vie à une vision décatie et déprimante de la maison des White avant de tout remettre en état pour les scènes suivantes qui se déroulent dans la temporalité habituelle. L'équipe du maquillage est quant à elle chargée de vieillir Cranston à l'aide de prothèses réalisées par KNB, augmentant ses pommettes pour creuser ses joues et ainsi donner l'impression qu'il a perdu beaucoup de poids. L'acteur-réalisateur doit aussi mettre en boîte le face-à-face intense entre son personnage et celui de Hank incarné par Dean Norris. Une séquence en partie physique impliquant un coup de poing pour laquelle l'équipe ne fait pas appel à un cascadeur. Cranston devait simplement porter des protections pour éviter qu'il se fasse mal pendant sa chute. Pour la suite, Cranston cède la place à la vétérane Michelle McLaren pour Buried, dans lequel Hannigan doit également faire face à Dean Norris, mais aussi à Betsy Brent au sein de 2 séquences particulièrement exigeantes émotionnellement. Les 2 actrices avouent d'ailleurs que tourner cette scène fut très dur pour elles, Betsy Brent déclarant qu'elles auraient carrément perdu plusieurs années d'espérance de vie en la jouant. Je comprends, c'est un petit peu ce que je ressens quand je fais mes vidéos Sinistretron. Dans cet épisode, le gang de Jack, l'oncle de Todd, s'attaque à celui de Declan et la fusillade est censée avoir lieu hors champ, aux grandes dames de Michelle McLaren qui n'aime rien de plus que de filmer des scènes d'action. Frustrée, la réalisatrice insiste auprès de Gilligan pour en montrer plus, mais le showrunner n'en démord pas. La fusillade doit être entendue depuis l'intérieur d'un camion enterré déguisé en labo de Met, un décor conçu en studio par l'équipe artistique pour seulement 2 minutes d'apparition à l'écran. McLaren fera cependant tout son possible pour immerger au mieux Laura Fraser, qui reprend le rôle de Lydia et dont on adopte le point de vue dans la séquence, lui permettant ainsi de réagir convenablement à la fusillade qui prend place au-dessus d'elle. Pour la suite, l'équipe fait son retour dans la réserve indienne de Toa-Gili, où avaient été tournées plusieurs scènes capitales du pilote. Et le défi fut de faire croire à une chaleur ardente alors qu'on était début janvier et qu'il faisait par conséquent très froid. Pour la petite info, les coordonnées où Walt enterre son argent sont en réalité celles des studios Q d'Albuquerque. L'équipe a fait ça pour éviter que de nombreux fans ne viennent en pèlerinage sur la réserve indienne, ce qui aurait été un peu relou. Sur l'épisode 11, Confessions, c'est le directeur de la photographie Michael Slovis qui passe derrière la caméra, mettant en scène son 4e épisode de la série. Il est remplacé à son poste habituel par Arthur Albert, qui fut son propre mentor. Le remplaçant idéal, donc. Dans cet épisode, Walt et Skyler se confrontent à Hank et Mary dans un restaurant, et à nouveau la tension est palpable sur le plateau, allant jusqu'à donner mal au ventre à Betsy Brent. L'actrice vivra également très mal le moment où son personnage incite Walt à se suicider, car elle doit déclamer ses répliques avec sincérité, et a donc l'impression de le dire à Cranston lui-même. Bon, et sur une note plus légère, vous savez qui fait de la figuration dans la scène du restaurant juste derrière Cranston? Le fils de Jen Kazmarek, l'interprète de Lois dans la série Malcolm, soit l'ex-femme télévisuelle de Bryan Cranston. La mère et le fils étaient de passage sur Albuquerque et sont venus saluer Cranston, qui a donc invité ce dernier à faire de la figuration. Concernant la scène où Hank et Mary visionnent les confessions de Walt, les 2 acteurs firent le choix de découvrir la vidéo le jour du tournage, ce pour avoir les réactions les plus naturelles possibles. Enfin, l'épisode permet de présenter un décor qui allait s'avérer capital dans les épisodes suivants, celui de l'extérieur du QG de l'oncle Jack. Le décor où la série allait se terminer. Gilligan le savait et se mit donc en quête de l'endroit parfait avec l'équipe des repérages. Endroit parfait qu'ils trouvèrent au sein d'une usine désaffectée. Le décor les obligea cependant à modifier leur script en conséquence, car ils avaient désormais plusieurs bâtiments séparés à disposition, alors que les auteurs pensaient à l'origine que tout s'y déroulerait dans un seul et même bâtiment. Sur l'épisode 12, Rabbit Dog, l'auteur Sam Catlin passe pour la première fois derrière la caméra et se voit confier la responsabilité de tourner au sein d'une grande place d'Albuquerque que l'équipe n'avait jamais utilisée auparavant. À l'origine, la scène en question devait se dérouler dans un simple parc, mais l'équipe a finalement jeté son dévolu sur ce décor bien plus original. Une scène assez ambitieuse donc, impliquant de nombreux figurants en plein centre-ville d'Albuquerque, et pour laquelle l'équipe dut faire preuve
preuve de beaucoup de vigilance pour éviter toute fuite. C'est le risque avec les séries populaires. Beaucoup de secrets entouraient donc la production de cette saison, à commencer par les scénarios eux-mêmes, dont les versions complètes n'étaient confiées qu'aux membres de l'équipe les plus importants, les autres devant se contenter de versions tronquées. Ainsi, sur un tournage impliquant beaucoup d'intervenants extérieurs, il fallait faire attention à ce qu'un figurant n'ait pas les oreilles ou les yeux qui traînent là où il ne le devait pas, au risque qu'il révèle de potentiels spoilers sur le net. Mais ce n'est pas arrivé. L'épisode 13, Tohajili, se conclut sur une grosse fusillade opposant le gang de l'oncle Jack à Hank et Gomez, raison pour laquelle Gilligan a tenu à ce que Michelle MacLaren le mette en scène, réalisant ainsi son 11e et dernier épisode de la série. Comme son titre l'indique, l'équipe fait donc son retour à Tohajili pour mettre en boîte cette séquence d'action. Une séquence qui devait à l'origine se terminer très rapidement après seulement quelques coups de feu échangés, mais que MacLaren n'a pas pu s'empêcher de rallonger un peu. Pour le kiff. Et puis bon, c'était son dernier épisode, donc autant y aller à fond. La séquence nécessita 1 jour et demi pour être mise en boîte, ce qui démontre bien à quel point l'équipe était efficace, étant donné sa complexité. Tout fut mis en place pour offrir une scène réaliste et brutale. L'équipe des effets spéciaux fut chargée de créer les nombreux impacts de balles sur le sol et de faire exploser les vitres des voitures. Quant aux acteurs, ils reçurent une formation de sécurité pour être sûrs de manier les armes convenablement et avec précaution. Et puis, c'est au tour de l'épisode 14, Ozymandias. Écrit par Moira Walley-Beckett et mis en scène par Rian Johnson, le script de l'épisode avait la réputation d'avoir été particulièrement douloureux à écrire et à lire. Il promettait donc de constituer un véritable challenge à lui tout seul, que ce soit pour l'équipe ou pour le casting. Attention, ça va spoiler. Ozymandias, c'est rien de moins que l'épisode climax de la série. C'est celui où Hank trouve la mort. Pour les auteurs, cette mort était inévitable d'un point de vue narratif. Cela semblait logique que Walt soit le dernier homme debout entre les deux. Sauf qu'à l'origine, ils pensaient le faire mourir à la fin de l'épisode 13. Mais à bien y réfléchir, ils ont préféré le faire en ouverture de l'épisode 14, histoire que cette séquence dispose de plus de temps pour être développée convenablement. Et le jour où l'équipe met en boîte cette scène capitale, l'ambiance n'est pas forcément électrique, car il faut dire adieu non seulement au personnage, mais aussi à l'acteur Dean Norris lui-même, qui faisait partie de la famille Breaking Bad depuis les débuts de la série en 2007. En 2011, à l'aube du tournage de la saison 5A, Dean Norris reçoit une proposition alléchante, celle d'un pilote pour une série comique qui pourrait bien donner lieu à une saison de 24 épisodes. Si tout se goupille comme prévu, il pourra tourner les 16 épisodes de la saison 5 et être dispo pour ce pilote. Sauf qu'il y a un problème, la saison 5 de Breaking Bad ne sera pas tournée en une fois, elle sera divisée en 2 parties. Et ça n'arrange pas du tout Norris. Il va donc voir Gilligan et lui demande purement et simplement de tuer Hank lors des 8 premiers épisodes de la saison. De cette manière, il sera disponible pour aller tourner ce fameux pilote. Ce à quoi Gilligan répond qu'il en est hors de question. De quoi parleraient les 8 épisodes suivants s'il faisait ça? Norris a donc raté le pilote, pour sa plus grande déception. Si la mort de Hank allait avoir de lourdes conséquences sur l'univers de la série et sur les personnages, le départ de Dean Norris sonnait également comme un moment charnière pour toute l'équipe. La fin approchait, et les choses ne seraient plus jamais les mêmes. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Les journées sont courtes, les conditions sont rudes, et ils doivent vite enchaîner les prises pour être sûrs de tenir les délais. Et ils ont failli oublier de tourner une partie de la séquence. C'est pas fou ça? L'un des moments les plus déchirants de la série, celui où Walt révèle à Jesse qu'il a vu Jane mourir, a en effet failli passer à la trappe. Et lorsque Rian Johnson s'est rendu compte de cet oubli, le soleil était en train de se coucher. Était-il trop tard? Pour une équipe lambda sans doute, mais pour l'équipe de Breaking Bad, je crois pas, non. Les techniciens et les acteurs s'empressent de se mettre en place alors que la lumière décline de plus en plus. Johnson crie action et Bryan Cranston entre en scène. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur et délivre une performance parfaite du premier coup. Pour la suite, c'est Anna Gunn qui va à nouveau avoir droit à une scène très exigeante d'un point de vue émotionnel. Il s'agit du moment où, après une altercation physique entre Skyler et Walt, ce dernier quitte la maison avec Holly, laissant Skyler seul sur la route, hurlant de détresse au beau milieu de leur lotissement. Pour offrir une performance juste, l'actrice doit se mettre dans l'état émotionnel du personnage. Autrement dit, elle doit se mettre à nu pour exprimer la peur, la tristesse et la colère qui habite Skyler à ce moment précis. Mais elle n'y parvient pas. Car s'immerger dans cet état émotionnel, atteindre cette zone particulièrement inconfortable, est tout simplement terrifiant. Mais le réalisateur Rian Johnson saura se montrer à la hauteur, offrant à l'actrice le soutien dont elle avait besoin, lui permettant de délivrer une superbe performance. Ouais, comme vous pouvez le voir, même en coulisses, l'atmosphère peut virer au drame. Si Bryan Cranston fait toujours son possible pour que l'ambiance sur le plateau soit la plus légère et familiale possible, il arrive que l'intensité de la série dépasse le carcan du monde fictif et touche profondément celles et ceux qui lui donnent vie. Ozymandias en boîte, il ne restait plus qu'à tourner 2 épisodes. Et à l'origine, Gilligan avait pour ambition de les mettre en scène lui-même de façon commune, comme il l'avait fait à la fin de la saison 4 en réalisant les épisodes 12 et 13. Mais cela ne put pas se faire, probablement pour des raisons de planning. Sachant qu'ils étaient bien partis pour le dépasser quoi qu'il arrive, autant pas trop tirer sur la corde. C'est donc son complice de toujours Peter Gould qui écrivit et réalisa cet avant-dernier épisode, Granite State. Granite State qui marque la toute dernière apparition de Bob Odenkirk dans la série dans le rôle de Saul Goodman. Une belle coïncidence quand on pense que c'était Peter Gould lui-même qui introduisit le personnage dans l'épisode Better Call Saul de la saison 2. Ce fut donc au tour de Bob Odenkirk de faire ses adieux à l'équipe, lui qui avait tant appris auprès d'eux et se sentait désormais capable d'offrir des performances plus dramatiques. On lui souhaite d'en avoir l'occasion. Il est plein de talent le Bob.
Chaque jour, une nouvelle porte se fermait. Et pourtant, dans Granite State, une porte s'ouvrit. L'acteur Robert Foster fit en effet son entrée dans l'univers Breaking Bad dans le rôle de Ed, le vendeur d'aspirateurs. Dans la salle des auteurs, ce personnage existait en réalité depuis 2 saisons, seul y ayant fait référence pour la première fois dans la saison 4. Et les auteurs avaient pris l'habitude de lui donner le surnom de Robert Foster, car elle représentait selon eux parfaitement l'archétype du personnage qu'ils avaient en tête. Mais Ed n'est bien évidemment pas qu'un simple vendeur d'aspirateurs. Son second métier, c'est de faire disparaître les gens. Criminel en fuite en quête d'une nouvelle vie? Appelez donc Ed! Et le plus dingue, c'est que ce personnage n'est pas sorti de nulle part. C'est en lisant un article sur un homme pratiquant cette activité que les auteurs l'ont créé. À ceci près que l'homme en question ne faisait pas nécessairement disparaître des criminels. Il s'agissait souvent de femmes battues qui voulaient s'enfuir et démarrer une nouvelle vie. Sur cet épisode, l'équipe artistique fut chargée de créer un nombre colossal de décors, tellement que W. Gilpin, le superviseur de la construction des décors, fut obligé d'appeler des renforts pour tenir les délais. Parmi ces nouveaux environnements, la cabane de Walt qui lui sert de refuge dans le New Hampshire. Et pour simuler cet environnement froid et austère près d'Albuquerque, l'équipe bâtit l'extérieur de la cabane en haut des montagnes de Sandia Crest, un massif atteignant les 3200 mètres d'altitude et sur lequel la neige était tombée. C'était donc l'endroit parfait. Mais il arrive que parfois, life is a bitch, comme dirait Jesse. Et l'équipe de Breaking Bad en fit l'expérience lorsqu'une bobine de pellicule envoyée à Los Angeles pour être traitée en laboratoire subit un petit incident. En gros, à l'aéroport de Los Angeles, l'homme responsable de décharger les bagages de la soute fit malencontreusement tomber le sac contenant la fameuse bobine sur le tarmac et ne s'en rendit pas compte. Résultat, un 737 lui passa dessus. Sur la bobine, hein, pas sur le mec. Ils furent donc obligés de retourner toute une séquence, celle où Walt appelle son fils depuis un bar du New Hampshire. Une scène là encore très exigeante, que Cranston ne fut par conséquent pas particulièrement ravi de devoir retourner. Du côté d'Aaron Paul, l'acteur va à son tour devoir puiser de sombres émotions en lui pour offrir une performance déchirante. La chose la plus difficile qu'il n'ait jamais eu à tourner selon ses dires. Le moment où Jesse assiste impuissant au meurtre d'Andrea par Todd le sociopathe. Et alors que le tournage de Granite State suit son cours, Gilligan entame quant à lui celui du grand final, Felina. Anagramme de finale, mais aussi référence à un personnage de la chanson El Paso que Walt écoute lorsqu'elle quitte le New Hampshire. Lorsque Gilligan acheva l'écriture de ce dernier épisode, seul dans son appartement d'Albuquerque, il ne put retenir une larme. Et c'est quasi religieusement que Cranston et Paul lurent ce dernier scénario ensemble, sachant qu'une fois la lecture terminée, leur vie ne sera plus jamais la même. Et si le tournage de cet épisode a démarré en parallèle de l'épisode 15, ce n'est pas pour rien. Il leur fallut en fait s'accorder aux disponibilités de Jessica Hedge et Adam Godley, qui reprirent leur rôle de Gretchen et Elliot après avoir disparu depuis les quasi-débuts de la série. La saison 2 pour Gretchen et la première pour Elliot. Une apparition que l'on doit en réalité à un jeune fan de Breaking Bad nommé Kevin Cordasco, atteint de cancer, et qui souffla l'idée à Vince Gilligan lors d'une conversation, déclarant qu'il était curieux de savoir ce qu'il était advenu de ces deux personnages. Une idée que Gilligan garda donc en tête jusqu'à l'écriture de ce final. Malheureusement, Kevin décédera en mars 2013, à seulement 16 ans, quelques mois avant la diffusion des derniers épisodes. L'épisode 9 lui sera d'ailleurs dédié. Cet épisode 16 fut ainsi riche en moments émouvants pour l'équipe. Chaque acteur principal eut droit à sa dernière scène. Betsy Brent, R.J. Mitty et Anna Gunn. Gunn et Cranston tournent ainsi le dernier face-à-face entre Skyler et Walt dans une atmosphère chargée d'émotions. Et lorsque Walt dit au revoir à sa fille au lit alors en pleine sieste, Cranston se retrouve submergé par les émotions. Et même si ça n'était pas dans ses intentions, il pleure. Mais il n'est pas le seul. Andrew Vogelai, le cadreur principal de la série depuis la saison 2, voit également couler des larmes le long de ses joues, dans le calme de ce plateau où personne ne faisait de bruit pour ne pas réveiller l'enfant. Un moment hors du temps. Conscient que la fin était plus proche que jamais, Aaron Paul venait sur le plateau même ses jours de congé pour profiter au maximum de l'atmosphère générale et de ces gens qu'il ne reverrait plus au quotidien. Mais malgré les émotions, il faut avancer. Et il reste une séquence capitale à tourner. La toute dernière, où Walt se débarrasse du gang de Jack avec le M60. Ah là là, ce M60 alors. Malgré les angoisses de Gilligan en salle des auteurs, ils ont finalement trouvé quoi en faire. À l'aide d'un mécanisme dont Walt a le secret, le M60 sera activé à distance et fera son office depuis le coffre de la voiture de Walt. Ça, c'était la théorie. Il n'y avait plus qu'à passer à la pratique. L'équipe des effets spéciaux créera ainsi un mécanisme véritablement fonctionnel pour le M60 et les murs seront bourrés de mini-explosifs pour simuler les impacts de balles. Pour ce faire, ils tourneront dans 2 endroits distincts. Les plans en extérieur avec le M60 sur le site de l'usine désaffectée et ceux en intérieur au sein des studios d'Albuquerque dans le décor du repère de Jack. Un décor que Gilligan voulait le plus étouffant possible, ce qui rendit le tournage encore plus compliqué. En tout, c'est 600 explosifs qui sont utilisés pour simuler les impacts. Et chacun d'entre eux était activé à distance par l'équipe des effets spéciaux qui devait faire en sorte de suivre le rythme de tir du M60. Un véritable travail de précision donc, qui sera partagé par les acteurs et cascadeurs eux-mêmes qui doivent également tous tomber en accord avec le rythme du M60. Ainsi, considérant la complexité et la dangerosité de la scène, l'équipe mettra bien plus de temps que prévu à tourner les 35 plans nécessaires, et ce malgré sa préparation. L'épisode lui-même aura donc nécessité plus que les 8 jours de tournage habituels, obligeant le directeur photo Michael Slovis à céder sa place à Arthur Albert. Slovis était en effet attendu pour mettre en scène un épisode de la série Chicago Fire et ne put par conséquent rester jusqu'à la fin du tournage de Breaking Bad. Un autre membre éminent de l'équipe était parti. Pour le plan final de la série, Gilligan veut que la caméra monte aussi haut que possible au-dessus du corps sans vie de Walter White. Le problème, c'est que le décor du labo de l'oncle Jack, aménagé dans un bâtiment de l'usine désaffectée, ne permet pas d'aller bien loin. L'équipe doit donc partir tourner ce plan en studio où ils sont à même d'utiliser une grue géante. Le plan final en boîte, le tournage continue. Hein ?
Il restait en effet un dernier jour de tournage pour mettre en boîte le teaser de l'épisode 14, prenant la forme d'un flashback situé pendant le pilote, nous ramenant ainsi à la toute première fois où Walt et Jesse ont cuisiné de la meth ensemble. Et si cette séquence a été tournée au tout dernier moment, c'était pour pouvoir être en mesure de donner à Cranston et Paul les looks qu'ils arboraient alors, ce qui impliquait notamment de les raser. Ce jour-là, Aaron Paul était d'humeur morose. Et même si Cranston faisait en sorte de conserver le sourire, l'émotion était présente. Et sur le tout dernier plan, Rian Johnson invite Vince Gilligan à crier coupé. Il était normal que le showrunner referme cette page qu'il avait lui-même ouverte 6 ans plus tôt. Ainsi, le 3 avril 2013, dans la tristesse générale, le tournage de la série Breaking Bad prit fin. Mais il reste du boulot. Le montage est à nouveau assuré par Kelly Dixon et Skip McDonald, et la musique partagée entre Dave Porter et Thomas Golubic. Concernant la musique d'ailleurs, Gilligan a une idée bien précise en tête depuis environ 1 an sur le morceau qui conclura sa série, Baby Blue de Badfinger, dont les paroles s'accordent parfaitement au personnage de Walt. Il en parle donc à Golubic, mais ce dernier est sceptique, trouvant ce choix trop évident et peu subtil. Il propose alors diverses alternatives, notamment No More Excuses du groupe The Bees, mais Gilligan n'est pas convaincu et insiste pour utiliser Baby Blue. Alors on est showrunner ou on n'est pas showrunner? Et alors que la date de diffusion approche, Gilligan est rongé par le doute et l'anxiété. Et si ces 8 derniers épisodes n'étaient pas à la hauteur? Et si la fin décevait le public? Et donc, le 11 août 2013, la série fait son retour et c'est pas moins de 5,92 millions de téléspectateurs américains qui s'installent devant AMC pour assister au retour de Walter White. Soit un record absolu pour la série, dont le précédent record d'audience était de 2,98 millions. Et les épisodes suivants parvinrent à maintenir ce rythme. Ozymandias atteignant les 6,37 millions, Granite State les 6,58 et Felina eut droit à un final en apothéose avec rien de moins que 10,28 millions de téléspectateurs. 10,28 millions. Après des années à galérer à passer la barre des 2 millions. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point la série était devenue un phénomène du jour au lendemain. Le 29 septembre 2013, le jour de la diffusion du final, un événement fut organisé au sein du Hollywood Forever Cemetery où les fans purent assister à la projection de l'épisode en présence du casting et de Vince Gilligan. Et tous les billets pour assister à l'événement furent vendus en seulement 32 secondes. À la fin de la projection, le public se leva et un tonnerre d'applaudissements retentit. De quoi rassurer Gilligan, il n'avait pas déçu son public. Le verdict était sans appel. La majorité des spectateurs qualifiaient cette fin de tout simplement parfaite. Et suite à la diffusion de l'épisode, le morceau Baby Blue vit ses écoutes augmenter de 9000% sur la plateforme Spotify. Lors de sa dernière présentation aux Emmy Awards en 2014, la série repartit avec 5 prix. Meilleure série dramatique, meilleur acteur principal pour Bryan Cranston, meilleur acteur secondaire pour Aaron Paul, meilleure actrice secondaire pour Anna Gunn, et meilleur scénariste pour Moira Walley-Beckett pour le script Ozymandias. Et que dire si ce n'est que c'était largement mérité. Lorsque Walter White s'est lancé dans le trafic de méthamphétamine, il n'était qu'un petit professeur de chimie raté. Son but était simple, amasser le maximum d'argent possible pour mettre sa famille à l'abri du besoin suite à son décès d'un cancer des poumons quelques mois plus tard. Des moyens moralement répréhensibles au service d'un objectif noble. Walt était guidé par le désespoir. Pour lui, la fin justifiait largement les moyens. Mais une donnée inattendue est venue mettre à mal cette entreprise bienfaitrice. L'ego. Il est en effet vite devenu évident que le moteur guidant les actions de Walt n'était pas aussi noble que ce qu'il prétendait. Prenant goût aux frissons de cette nouvelle vie criminelle et réalisant qu'il y avait sa place, le petit professeur de chimie a gravi les échelons pour devenir un baron de la drogue craint et respecté par ses pairs, Heisenberg. Et puis, après avoir amassé des millions, après avoir tué, après avoir brisé de multiples vies, il décida de se retirer du business pour tenter de retrouver une vie normale. Une idée bien évidemment utopique. Walt ne pouvait pas s'en tirer à si bon compte. Car si Breaking Bad nous a bien enseigné une chose à travers ces 5 saisons, c'est que les actions commises par les personnages ne seraient jamais sans conséquences. Voilà donc ce qui constituera le fil rouge de cette ultime saison. Walter White fait face aux terribles conséquences de ses non moins terribles actes. On récolte ce que l'on sème, Walt. You are the devil. Une des premières répliques de cette saison, lancée innocemment par Marie à l'attention de Walt, se révèle d'une mordante ironie pour nous qui connaissons la vraie nature de ce dernier. Mais à ce moment-là, nous ne sommes pas seuls, car Hank est désormais au courant. Après des mois d'enquête infructueuse à tenter de démasquer ce fameux Heisenberg, Hank finit par tomber par hasard sur un élément incriminant son propre beau-frère, le livre dédicacé par Gail Bettiker. Le choc est évidemment immense pour ce dernier, qui a toujours vu en Walter un homme honnête et qui tombe des nues lorsqu'il réalise qu'il ne sait tout simplement pas qui est son propre beau-frère. Son propre beau-frère qu'il a manipulé pendant des mois, synthétisant de la méthamphétamine, bâtissant un empire et tuant ceux qui se dressaient sur sa route. Son propre beau-frère, son ami, qui s'avère en vérité être le monstre dont Hank parlait en fin de saison dernière. Ce face-à-face entre les deux personnages, il nous pendait au nez depuis le début de la série. Il était inévitable qu'un conflit finisse par éclater entre les deux personnages. Le potentiel dramatique était beaucoup trop important pour ne pas être exploité. Et autant dire qu'ils ont su l'exploiter. Les auteurs ne perdent pas de temps. Dès le premier épisode, Hank joue carte sur table avec Heisenberg. Pas de faux semblants, pas question de tourner autour du pot, Hank explose. Et nous, spectateurs, nous retrouvons tiraillés entre ces deux personnages que l'on suit depuis les débuts de la série et que l'on ne souhaite pas voir s'entre-déchirer. Enfin si, un peu quand même, mais au fond non, pas vraiment, même si bon... Porté par des performances de haut vol, ce dont cette saison est de toute façon littéralement truffée, ce face-à-face se révèle bouleversant. Dean Norris incarnant un Hank perdu, choqué, en colère, mais aussi profondément blessé, se sentant trahi par son beau-frère qu'il aimait profondément malgré leurs caractères opposés.
don't know who you are. Fidèle à sa réputation de western contemporain, la série utilise alors l'iconographie du duel au moment où les deux hommes se font face, laissant présager une confrontation dont un seul en sortira vivant. Si Hank ne dispose pas des preuves nécessaires pour inculper Walt, le mal est fait. La famille ne se relèvera pas de cette épreuve, ou très difficilement. Après le conflit entre Walt et Hank éclate celui entre Skyler et Mary, tout aussi intense sinon plus. Au coup de poing de Hank succède ainsi la claque de Mary en plein visage de Skyler. On assiste alors à l'implosion de cette famille que l'on a suivie pendant 5 saisons et qui représentait ce sanctuaire intouchable pour nos personnages, un sanctuaire désormais profané. Et si cette implosion offre certaines des séquences les plus douloureuses de la série, c'est que nos repères y sont complètement biaisés. Les Shredders ont bien évidemment raison de réagir comme ils le font. Vouloir mettre Walt derrière les barreaux, vouloir protéger Walter Jr. et Holly de leurs parents, ce sont des réactions normales considérant la dangerosité de Walt. Mais d'un autre côté, il est difficile pour nous de nous positionner contre Walt et Skyler, car ils sont les protagonistes. On comprend leurs agissements à défaut de les approuver, et on ne veut pas les voir tout perdre. C'est pourtant ce vers quoi tend la conclusion de la série. Une véritable descente aux enfers pour les Whites. Car les teasers flash forward nous l'ont déjà révélé, l'issue sera tragique. Et elle n'épargnera personne. Jesse, incarné par un Aaron Paul toujours impeccable, est au plus mal. L'aboutissement de ces 2 années de partenariat avec Walter semble avoir eu définitivement raison de lui. À nouveau plongé dans une quête autodestructrice, Jesse finit par attirer l'attention de la police d'Albuquerque. Ce qui n'est bien évidemment pas une bonne nouvelle pour Walt, qui a déjà fort à faire avec son beau-frère. En vérité, tout semble s'écrouler autour de Walt. Entre Hank, Jesse et son cancer qui refait surface, telle une condamnation naturelle venant l'empêcher de vivre en toute impunité après le mal qu'il a commis autour de lui. La situation ne pourrait pas être pire. Et puis, contre toute attente, Hank décide de faire équipe avec Jesse pour coincer Walt. La situation est pire. Si ce retournement est des plus inattendus considérant le passif explosif entre les deux personnages, il faut dire que Hank n'a plus vraiment le choix. Non seulement il ne dispose pas de preuves tangibles, mais surtout, en faisant face à Walt, il s'aventure sur un terrain extrêmement glissant. Car si l'on a bien appris une chose sur lui au cours de la série, c'est que Walter White est un homme brillant, plein de ressources, mais aussi et surtout un excellent menteur. Ainsi, dans l'épisode Confessions, il réalise un véritable coup de maître. Coup de maître à attribuer à ses génies de scénariste évidemment. My name is Walter Hartwell White. Walt offre à Hank ce qu'il lui demande, des aveux. Mais ce ne sont pas ceux qu'il espérait. Walt réarrange la vérité, créant une toute autre version des faits. Une version où Hank est à la tête d'un empire de la drogue et utilise des compétences de son beau-frère, pauvre victime qui n'a d'autre choix que de concevoir de la meth pour lui. Soignant le moindre détail, Walt offre donc une version alternative crédible, sans faille, qui s'avère donc dangereuse pour Hank, susceptible de le discréditer. Seule solution pour lui, recueillir un autre témoignage. Et quoi de mieux que celui de l'ancien associé de Walter, qui ne semble pas en bon terme avec ce dernier. Si dans un premier temps Jesse refuse, les choses prennent une tournure dramatique lorsqu'il apprend la vérité sur l'empoisonnement de Brock. Autre conséquence d'un autre mensonge de Walt. Fou de rage, il décide de faire payer Walt une bonne fois pour toutes en incendiant sa maison, mais Hank débarque au moment propice et finit par le convaincre de l'aider. Une séquence intense où les scénaristes s'amusent une fois encore à déjouer nos pronostics. Concluant l'épisode 11 sur un Jesse en fureur s'apprêtant à mettre le feu chez les White et démarrant l'épisode 12 quelques temps plus tard dans une maison toujours debout avec un Jesse introuvable. On se retrouve ainsi dans le même état d'esprit que Walt qui se demande pourquoi Jesse n'a pas mis son plan à exécution. Ce n'est qu'au bout de 20 minutes d'épisode, soit quasiment à la moitié, que l'on saura enfin ce qui s'est véritablement passé. Une façon de faire qui a toujours été la marque de fabrique de Breaking Bad, qui se plaît à jouer avec nos attentes et ne choisit jamais le mode de narration le plus évident. Comme je le disais, Jesse et Hank face à Walt, c'est un partenariat des plus improbables, mais qui en dit beaucoup sur ce qu'est devenu le personnage de Walter White à travers les saisons. Comme dans la plupart des fictions, le protagoniste est défini par rapport à ses antagonistes. En l'occurrence, les antagonistes de Walter permettent de cerner son cheminement moral à travers la série. Dans la saison 1, Walter fait face à 2 dangereux dealers. D'abord Crazy Eight, puis le psychopathe Tuco Salamanca. On n'a pas vraiment de mal à se dire que le gentil dans l'histoire, c'est Walt. Mais ensuite, c'est Gus Fring qui lui donnera du fil à retordre. Un dangereux criminel également certes, mais qui, sous ses allures de Monsieur Tout-le-Monde, fonctionne en réalité comme un reflet de Walter lui-même. Gus, c'est aussi un protagoniste. Il est le personnage principal de sa propre histoire, et l'on s'attache à lui, ce qui rend sa querelle avec Walt beaucoup plus nuancée. Dans la saison 5A, le principal ennemi de Walt, c'est Mike Ehrmantraut. Dangereux, mais droit et doté d'un vrai sens de l'honneur. Un personnage attachant, dont le meurtre par Walt sera difficile pour ne pas dire impossible à cautionner. Et enfin, dans cette deuxième partie de saison, les antagonistes ne sont autres que Jesse, le second personnage principal de la série, et Hank, un homme profondément bon, représentant de la justice. Quel côté sommes-nous censés soutenir ? Ce que l'on peut conclure de tout ça, c'est que plus la série avance, et plus Walt fait face à des personnages dont le sens moral et la part d'humanité sont plus développés que chez lui, soulignant ainsi à quel point il évolue dans le mauvais sens. Le voir affronter Hank en début de série n'aurait donc clairement pas eu la même portée. Si elle peut sembler dysfonctionnelle, la collaboration entre Hank et Jesse s'avère pourtant fructueuse, puisqu'ils parviennent à coincer Walt, l'attirant à l'endroit précis où il avait enterré son argent. Hank dispose ainsi des preuves nécessaires pour arrêter son beau-frère, ce dont il ne se prive pas, accomplissant ainsi ce qu'il rêvait de faire depuis des mois, coincer le grand Heisenberg. Ce fameux contrôle, que Walt a passé des saisons entières à convoiter, finit ainsi par lui échapper, pour atterrir entre les mains de Hank. Le temps d'un bref instant. Car bien vite, les choses dégénèrent. Jack et son gang de néo-nazis arrivent sur place et ce sont eux qui prennent le contrôle. Hank, Jesse et Walt, eux, le perdent définitivement. Ozymandias, le point culminant de Breaking Bad, celui où tout se joue, celui où Walt perd absolument tout.
Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le titre fait référence au poème de Shelley, qui traite notamment de l'arrogance et de la nature très éphémère de la puissance. Rien ni personne n'est éternel. Un épisode éprouvant donc, mais magnifiquement écrit, joué et mis en scène. Ces 50 minutes dont le rythme ne faiblit jamais voient donc enfin les conséquences des actions de Walter venir le frapper en plein visage. Et le teaser flashback prenant place pendant la première sortie en plein désert de Walt et Jesse n'est pas un simple moment nostalgique gratuit. Il s'agit de montrer le tout premier mensonge de Walt à sa femme Skyler et de mettre en exergue l'effet papillon qui en découlera. Et c'est donc Hank qui en fera les frais, tué par Jack. S'il ne méritait pas d'être abattu de la sorte, il se voit offrir une des scènes les plus poignantes de la série. Pas d'action héroïque, pas de baroud d'honneur hollywoodien. Juste un homme qui sait que son heure est arrivée et qui décide donc d'y faire face la tête haute. You're the smartest guy I ever met. And you're too stupid to see. He made up his mind 10 minutes ago. Toujours à deux doigts de chialer pendant cette réplique. Hank aura eu droit à l'un des meilleurs parcours de la série. Bien loin de clichés de flic prétentieux et unidimensionnels qu'il véhiculait dans le premier épisode, le personnage a gagné en profondeur à chaque nouvelle saison, et son final se révèle à la hauteur du personnage complexe et attachant qu'il est devenu. Do what you're gonna do. Et voilà le moment précis où tout bascule. Le point de non-retour pour Walt, qui aura le sang de Hank sur les mains pour le restant de ses jours. Et si Dean Norris est impeccable dans cette scène, Bryan Cranston est tout aussi impressionnant, laissant entrevoir une humanité que l'on croyait disparue chez Walt alors qu'il tente le tout pour sauver son beau-frère, allant jusqu'à sacrifier son argent. Quelques scènes plus tard, alors que l'on n'est pas encore remis de ce choc, l'épisode décide de continuer à jouer avec nos nerfs en offrant un face-à-face viscéral entre Walt et Skyler, persuadé que son mari a tué Hank. Les deux personnages en viennent donc commun dans ce qui est pour moi la scène la plus intense de la série, car à nouveau, on touche à ce sanctuaire inviolable. Si Walter et Skyler ont eu des différends tout au long de la série, ici, ils semblent prêts à s'entretuer, et ce sous les yeux de leur propre fils. Et l'on connaît désormais tellement bien ces personnages que cela apporte un cachet très authentique à la scène, bien sûr aidé par la mise en scène immersive de Rian Johnson. Bref, on est vidé émotionnellement, autant que les acteurs qui sont tout bonnement incroyables. Walt a donc perdu Hank, il a perdu Skyler, il a perdu son fils qui appelle la police, et il a perdu la majorité de son argent. Seule solution, le fameux contact de Saul qui promet d'offrir une nouvelle vie aux criminels. C'est dans ce contexte que s'ouvre Granite State, le pénultième épisode de la série, qui permet de faire connaissance avec Ed, incarné par Robert Foster. Un personnage qui n'apparaît que lors de cet épisode, mais qui parvient cependant à faire forte impression grâce au jeu tout en retenue de Foster, qui incarne un homme méthodique et avant tout pragmatique, mais qui semble pourtant disposer d'un certain sens de l'humanité enfoui derrière un apparent détachement. Granite State marque ainsi la dernière apparition de Saul Goodman, obligé de quitter Albuquerque pour démarrer une nouvelle vie dans le Nebraska. Tout comme Hank, Saul a évolué au fil des saisons, tombant petit à petit le masque de caricature d'avocat ripou qu'il se plaisait à porter pour laisser place à plus de vulnérabilité. Et c'est dans cet épisode qu'il est le plus apparent que oui, il y a bien un véritable être humain caché là-dessous. Un être humain dont l'histoire nous sera peut-être racontée un jour, qui sait. Car ici et maintenant, l'heure est aux séparations. Après un ultime face-à-face avec Walt, Saul s'en va et notre protagoniste perd ainsi le dernier semblant d'allié qu'il pensait avoir. Ses tentatives d'intimidation ne marchent plus. It's over. Si dans Ozymandias Walt a tout perdu, dans Granite State, il doit l'accepter. Dans un premier temps, il tente de fomenter des plans préparant sa vengeance sur Jack et ses hommes. Mais l'épisode avance et sa volonté s'affaiblit en même temps que sa santé, jusqu'à ce qu'il touche le fond. Isolé, malade, désespéré, Walter White a perdu le contrôle, mais décide tout de même de jouer sa dernière carte pour que tout ceci n'ait pas été vain. Envoyer de l'argent à son fils. Sauf que Walter Jr. a fait une croix sur leur relation. Et c'est au terme d'un échange douloureux où son fils lui fait bien comprendre qu'il n'attend plus rien de sa part à l'exception de sa mort, que Walt réalise enfin que tout est terminé. La seule chose qu'il peut faire désormais, c'est se rendre à la police. Et puis, un retournement inattendu survient. So what was Walter White's contribution? The company name. The company name? Cette interview télévisée de ses anciens associés à qui il attribue tous ses malheurs va constituer un catalyseur pour Walt. Les choses ne peuvent pas finir comme ça. Il ne peut pas simplement abandonner. Il va se battre une dernière fois. Heisenberg est de retour. Felina, c'est un final crépusculaire où Walt revient à Albuquerque pour en finir à sa manière. Si l'on pouvait supposer que sa visite auprès d'Elliot et Gretchen finirait dans un bain de sang, ce n'est pas le cas. Walt veut en réalité se servir d'eux pour léguer son argent à sa famille. La quête d'ego cède ainsi sa place à l'entreprise bienfaitrice des débuts de la série. Ensuite, il rend visite à Skyler et lui révèle la vérité sur ce qui est arrivé à Hank, mais pas seulement. L'autre vérité que Walt révèle à Skyler, c'est celle qui le concerne personnellement. Celle qu'il lui doit. I did it for me. C'est presque apaisé que Walt reconnaît ses torts, bouclant la boucle entamée par le personnage 2 ans auparavant. Et après avoir dit adieu à sa femme et sa fille, et après avoir jeté un dernier regard à son fils brisé par la déception qu'il lui a infligée, Walter s'en va régler les 2 derniers problèmes sur sa liste, Jack et son gang, et Jesse qu'il croit être en partenariat avec eux. Mais lorsqu'il prend connaissance de la vérité, que Jesse est en réalité leur esclave depuis des mois, Walt se rachète enfin auprès de son ancien partenaire, qui l'aura tant fait souffrir, et qui aura lui aussi littéralement tout perdu par sa faute. Alors que le M60 crache ses balles sur Jack et ses hommes, Walt protège Jesse et prend une balle pour lui. Sa vengeance accomplie, la seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de tuer Heisenberg. Il offre alors à Jesse la possibilité de se venger de lui, mais ce dernier refuse de lui accorder. Il ne fera plus rien pour lui. Il est désormais libre. Then do it yourself. Et alors que Jesse s'enfuit vers des horizons que l'on espère plus cléments, Walt s'en va mourir là où il se sentait le plus en vie,
auprès de ses instruments. On a beau dire, hein, mais quelle série! De ses débuts en 2008 à sa conclusion en 2013, Breaking Bad n'aura fait que s'améliorer, atteignant un niveau de qualité tout simplement impressionnant. De son pitch de départ de comédie noire complètement improbable, Vince Gilligan et ses auteurs ont développé une œuvre tellement sombre, prenante et complexe qu'il n'y a nullement besoin de se demander pourquoi elle est systématiquement citée dès lors qu'un classement des meilleures séries de tous les temps pointe le bout de son nez. Breaking Bad, vous l'aurez compris au bout de ces vidéos je crois, c'est ma série préférée. Elle n'est pour moi rien de moins qu'un concentré de perfection. Une série d'une richesse absolue qui explore avec brio les recoins les plus sombres de la psychologie humaine. Et cette réussite, on la doit à de multiples intervenants. Pour commencer, son casting sans fausse note qui donne vie à des personnages fascinants. Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norris, Betsy Brent, R.J. Mitty, Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Giancarlo Esposito et j'en passe, forment clairement l'un des meilleurs castings télévisuels de tous les temps. C'est pas moi qui le dis, c'est Anthony Hopkins. Il aurait même dit, et je cite, « Vous êtes les meilleurs acteurs que j'ai jamais vus » dans un mail envoyé à Cranston après avoir binge-watché la série en 2 semaines. D'ailleurs après ça, les deux acteurs sont devenus potes et Cranston a organisé un déjeuner surprise avec Hopkins et Gilligan. Un casting qui parvient à rendre attachants des personnages pourtant loin d'être irréprochables, chacun ayant une part d'ombre plus ou moins développée. C'est de toute façon l'une des grandes thématiques de la série, annoncée dès son titre. Le manichéisme n'a pas sa place ici, et notre attachement à ces personnages sera constamment mis à l'épreuve. Quant à la mise en scène, chaque réalisateur aura su mettre son savoir-faire au service de la série, grandement aidé par la maîtrise technique et artistique d'un Michael Slovis toujours inspiré, offrant à la série un look semblable à nul autre. On ressent Breaking Bad autant qu'on la regarde, et c'est donc en grande partie dû à ce génial directeur photo, toujours à la recherche d'un moyen original de raconter son histoire visuellement. Mais il serait criminel de ne pas citer Dave Porter et Thomas Golubic, qui ont su offrir un univers musical et sonore riche à la série. Quelques années avant de tourner la saison finale de Breaking Bad, Bryan Cranston plaisantait avec ses producteurs, imaginant une fin alternative à la série où tout ne serait en réalité qu'un cauchemar de Hal, son personnage de la série Malcolm. Quelques années plus tard, la productrice Melissa Bernstein l'appelle pour lui dire que Sony et Gilligan adorent cette idée et qu'ils veulent carrément la concrétiser. Ainsi, ils font appel à Jen Kaczmarek et tournent cette séquence où les deux acteurs retrouvent leurs personnages de Hal et Lois. I was his meth dealer. Et en parlant de fin alternative, on en a également une avec un Hank Vengeur. Bah ouais. Wow, that sucked. Gomi, I'm gonna avenge your death and take out that neo-Nazi scum. À vous de choisir quelle fin vous préférez. Enfin, les scénaristes. Si c'est bien la vision de Vince Gilligan qui aura fait office de guide lors de ces 6 saisons, il est cependant nécessaire d'insister sur le fait que Breaking Bad, c'est avant tout un travail collaboratif. Peter Gould, George Mastras, Moira Walley-Beckett, Sam Catlin, Thomas Schnauz, Jennifer Hutchison, sans eux, Gilligan est le premier à reconnaître humblement que Breaking Bad n'aurait jamais atteint un tel niveau de qualité. Débordant de modestie, il affirme volontiers qu'il doit tout à ses auteurs, qui étaient bien plus intelligents que lui. Leur secret, l'absence de rigidité. Il n'y avait pas de plan sur le long terme avec Breaking Bad. Tout a évolué de façon purement organique, saison par saison. Ils se laissaient constamment surprendre par leurs personnages, et les rebondissements avaient donc d'autant plus d'impact qu'eux-mêmes ne les voyaient pas toujours venir. Comme si l'histoire avait sa volonté propre. Et parvenir à un tel résultat sans avoir de véritable plan sur le long terme, c'est franchement impressionnant, surtout quand tout finit par s'assembler à la perfection. 10 ans après son final, Breaking Bad, c'est 58 nominations aux Emmy Awards, 16 victoires, d'innombrables répliques cultes, 54 bitches, un remake colombien, un spin-off extraordinaire, un long métrage de qualité et une statue à Albuquerque. Bref, un véritable phénomène culturel qui aura marqué plusieurs générations, laissant une empreinte considérable sur la télévision contemporaine. Rien de moins qu'un authentique chef-d'œuvre. Est-ce que tout s'arrête là ? Pas vraiment. Sur le plateau, l'équipe de Breaking Bad formait une véritable famille. Les journées avaient beau être souvent compliquées, une vraie camaraderie s'était instaurée entre les membres de l'équipe, qui restaient soudés dans les bons comme dans les mauvais moments. Ainsi, quand est venu le moment de la séparation, les adieux furent déchirants. Si déchirants que Gilligan avait bien l'intention de réunir le plus de membres possible de cette famille sur un projet futur. Mais quelle en serait la nature ? Depuis la saison 2 de Breaking Bad, une blague revenait sans cesse en coulisses, celle du spin-off sur Saul Goodman. C'était un véritable running gag, Saul étant tellement extravagant que pour l'équipe, il serait tout à fait en mesure d'être la star de sa propre série. Et puis, à force d'en parler, Vince Gilligan et Peter Gould commencèrent à prendre cette blague au sérieux. Une nouvelle page était sur le point de s'écrire, mais ça, c'est une autre histoire. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu, ça a été très intéressant pour moi de me plonger à fond dans les coulisses de cette série que j'adore. Donc personnellement j'ai appris plein de choses, et j'espère que vous aussi du coup. Ça me fait plaisir, dites-moi en commentaire ce que vous avez appris, ce que vous avez préféré. Je sais que vous aimeriez que je fasse Better Call Saul, c'est prévu, c'est pas dans l'immédiat. Là j'ai besoin de faire une pause, me ressourcer, faire un petit peu autre chose. Mais je pense que ça viendra, peut-être dans un format un peu différent. Ce serait cool de finir le Gilliverse, de faire Better Call Saul et El Camino. On verra, on sait pas de quoi demain est fait. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, d'avoir été au rendez-vous. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt. Salut!